Plaisir de vous retrouver et de vous savoir nombreux à regarder Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. La Fédération régionale des artisans et celle des 5 communes de la capitale ont rencontré hier jeudi le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana. C'était pour lui faire part de certaines difficultés auxquelles leur secteur est confronté. À Dubreka, un jeune de 25 ans est mort d'Ebola mardi dernier. L'examen de prélèvement du sang sur son corps confirmé a été réalisé par Médecins sans frontières. Les précisions, c'est dans ce journal. Les fidèles chrétiens de Guinée, à l'instar de leurs co-religionnaires, ont célébré ce vendredi 15 août l'Assomption qui commémore la montée de la Vierge Marie dans les cieux. Les détails, c'est également dans cette édition d'information. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue à tous. Conformément au contexte du moment et aux priorités nationales, l'appui à la gouvernance, y compris le renforcement des capacités institutionnelles et humaines et la consolidation de la paix et de la démocratie, constitue un axe majeur des interventions du PNUD en Guinée. Il est résolument engagé à contribuer à la promotion de l'État de droit, à la réforme de l'administration publique et au renforcement des capacités de planification et de gestion de développement. Bakar Sidiki Mané. Au terme de plusieurs années d'instabilité politique et institutionnelle, dont celui de 2009-2010, un régime militaire sous la direction du Conseil national pour la démocratie et le développement, la Guinée a réussi, avec un fort soutien de la communauté internationale, à organiser en 2010 la première élection présidentielle jugée démocratique de son histoire. Au regard des conditions économiques et sociales du pays, le gouvernement s'est engagé pour une nouvelle impulsion du développement national à travers plusieurs priorités dont l'amélioration de la gouvernance et la réforme des institutions. En dépit des ressources minières considérables et de son fort potentiel fondé sur l'agriculture et l'énergie, 56 ans après son indépendance, la Guinée peine à créer les conditions d'un développement équitable et durable et à fournir à sa population des conditions de vie décentes. L'heure est venue pour la Guinée d'opérer des choix cruciaux pour que son développement soit effectif. Durant plus de 50 ans, le pays qui a expérimenté diverses approches dont les résultats ont été en deçà des attentes, malgré ses immenses potentialités naturelles, fait toujours partie des pays les moins avancés, plus de la moitié de sa population vivant en dessus du seuil de la pauvreté. Cette situation s'explique dans une large mesure par des problèmes de gouvernance politique et économique. À l'aube de la Troisième République, la Guinée doit réinventer son modèle de développement afin que ses potentialités servent à répondre aux aspirations de sa population. Pour la Guinée, mener cette réflexion globale, combinant les aspects économiques et sociaux, est une urgence. Selon les enquêtes réalisées par le Programme des Nations Unies pour le développement, près de 4 Guinéens sur 6 vivent en dessus du seuil de la pauvreté, le taux de chômage des jeunes est élevé et l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement d'ici à 2015 est fort peu envisageable pour la Guinée. Ce sont autant de défis qui exigent que la transformation et la diversification de l'économie soient accompagnées par une accélération de la réalisation des OMD. Cette accélération pourrait se faire grâce notamment à l'utilisation des revenus miniers et en fournissant des services publics de qualité pour répondre aux attentes de la population guinéenne en améliorant leur niveau de développement humain et leurs conditions de vie. Je vous le disais au sommaire, la Fédération régionale et des artisans et celle des 5 communes de la capitale étaient face au Premier ministre Mohamed Seyd Fofana hier jeudi. C'était pour lui faire part de certaines difficultés auxquelles leur secteur reste confronté, telles que le manque de bois, matières premières pour leurs produits, ces maîtres du bois, notamment ceux évoluant sur le site de Dabondi, Bafon, disent être menacés par un citoyen qui se réclamerait propriétaire de ce site. Il s'agit d'un domaine de 3 hectares et demi mis à leur disposition par l'État depuis plusieurs années. Plus de précisions avec Manian Kondi. Ces artisans de Dabondi étaient venus expliquer au Premier ministre leurs préoccupations. Il s'agit notamment de leur site dont un citoyen se réclamerait propriétaire et la levée de l'interdiction sur la coupe du bois. Les problèmes majeurs, c'est d'abord le problème de ce Dabondi Bafon. Depuis 1987, il y avait la plaque en disant qu'ici était une zone réservée. C'est nous qui sommes venus faire
le travail là-bas pour que les artisans soient installés là-bas. Aujourd'hui, quelqu'un est venu et dit que ce lieu-là appartient à une famille. Le second problème, c'est le problème de bois. Aujourd'hui, la Guinée n'a pas de bois. Mais si la Guinée n'a pas de bois, on n'a pas dit que les professionnels de bois qui sont en Guinée qui ne peuvent pas travailler le bois. Si la forêt est protégée, c'est pour toutes les Guinéennes. Mais nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, pour que la consommation locale au moins soit libre. En réponse, Mohamed Saïd Fofana a promis d'examiner ces problèmes en vue de trouver les solutions qui conviennent. En attendant, le numéro 1 du gouvernement a proposé certaines stratégies que les artisans et le gouvernement devraient mettre en place pour développer une véritable industrie de bois. Pour ce qui concerne l'espace, il semble qu'il y a des problèmes. J'ai déjà instruit les différentes administrations concernées pour se pencher sur cette question, afin que dans le plus bref délai, on puisse vous donner les réponses appropriées. C'est vrai, il faut aider l'artisanat. Donc, travaillons ensemble pour mettre en place une véritable industrie du bois. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut faire l'effort, d'abord de faire l'inventaire de ce qui reste encore de notre forêt et du bois. Deuxièmement, nous assurer que nous avons suffisamment de personnes sur le terrain pour surveiller au moins ces forêts. Et troisièmement, mettre en place parallèlement une politique alternative de reboisement. Ce que j'appelle la véritable filière bois. Parce qu'il faut encourager l'industrie du bois. Ce n'est pas la coupe du bois qu'il faut encourager, c'est l'industrie. Les artisans constituent 44% de la force active du pays et leur secteur, s'il est développé, pourrait offrir des opportunités économiques à l'État. Au cours de la rencontre, le Premier ministre a exprimé son regret face à l'état actuel de nos forêts et a déploré le comportement néfaste des individus qui contribuent à les détruire. Suivez. Concevoir le développement sans la dimension environnementale, c'est extrêmement important. Si on ne le fait pas aujourd'hui, nous condamnons les générations futures. Mais aussi et surtout, nous compromettons tous nos programmes de développement économique et social. Comme vous voyez, le gouvernement guinéen est en train de mettre en place des programmes pour promouvoir de grands investissements pour ce pays. Si vous prenez le secteur minier, c'est des milliards qui vont être investis. Mais il faut transformer ces produits pour accroître leur valeur ajoutée, la valeur ajoutée pour la Guinée. Pour ce faire, il faut suffisamment d'énergie. Or, dans notre politique énergétique, pour notre indépendance énergétique, il faut privilégier l'hydraulique, c'est-à-dire les barrages hydroélectriques. Or, qui parle de barrage, parle d'eau, de cours d'eau. Au jour d'aujourd'hui, ces cours d'eau sont en train de tarir. Parce que qui parle de cours d'eau, parle de pluie. Et pour parler de pluie, il faut parler d'environnement, de forêt. Alors, si on ne prend garde, ce qui va arriver, à nous, le Sahel est en train d'avancer, nous allons détruire notre environnement, nous avons détruit la forêt guinéenne. Le reste de bois qu'il y a en Guinée, c'est ce qu'on est en train de couper sauvagement et exporter. Autre facette de l'actualité, rendre le stade du 26 septembre propre, c'est le but du lancement ce vendredi d'une campagne d'assainissement. C'est une initiative du Comité national olympique et sportif guinéen. Léna Mbaldé nous fait le point. 50 jeunes venus des clubs informels étaient massivement mobilisés ce vendredi pour cette opération d'assainissement du stade du 28 septembre. Munis de coupe-coupe, de balais, de roues et de râteaux, ces jeunes vaquaient à leur occupation la gaieté au cœur. La représentante de la ministre des Sports, visiblement satisfaite de cette initiative, souhaite la démultiplication de cette action au niveau des autres installations sportives. La pratique sportive signifie un esprit sain dans un corps sain, mais aussi dans un environnement sain. C'est pourquoi cette heureuse initiative est à saluer et à encourager. Elle doit être démultipliée pour les autres installations sportives. Ma joie est d'autant plus grande que cette décision d'assainir le stade national va en droite ligne des préoccupations du département des sports qui,
faisant sienne des décisions des Nations Unies après le sommet mondial de Rio de Janeiro en 1992, intègre la question environnementale dans son combat pour la préservation à long terme des ressources naturelles sans lesquelles tout développement économique, social, politique ne serait qu'un leurre. Ce nettoyage tombe à quelques jours des compétitions internationales qui devaient se tenir dans ce stade, d'où la joie du directeur du stade du 28 septembre. C'est la deuxième action depuis que moi je suis au stade 28 septembre. Avant c'était en temps du ministre Titi, cette fois-ci c'est en temps du ministre Doré, Dominique Doré, donc vraiment, et qu'on fasse l'assainissement à quelques jours des compétitions internationales qui étaient prévues ici. Et au moment où la fièvre Ebola sévit dans le pays, alors je suis l'homme le plus heureux, j'encourage, comme je l'ai dit, j'encourage les actions comme ça, que ça se perpétue chez nous. Cette compétition d'assainissement se poursuivra jusqu'au 17 août 2014. Les tout-petits sont de nos jours dans tous les différents corps de métier, notamment le coxage dans les minibus. La plupart parmi eux n'auraient aucun soutien familial, ce qui les obligerait à pratiquer certaines activités non moins lucratives pour épargner ou pour aider les parents. Abdourahmane Ba pour plus de précisions. Comme tous les matins depuis près d'une année, la jeune Buntura Bissila fait le commerce ambulant. Sur cette route de la ville qui passe à côté de Madina, elle profite de la lenteur de la circulation pour proposer des chips aux passants. Cette habituée du coin ne craint point les risques d'accident, mais elle souhaiterait aller à l'école. Je ne suis pas scolarisée, mais je compte rentrer à l'école à l'ouverture prochaine. Pour assister son frère qui serait malade depuis quelque temps, Buntura Bissila doit vendre 2 fois plus que d'habitude. Je fais cette activité pour trouver de l'argent et amener mon frère qui est malade à l'hôpital. Sur le même axe, près du grand marché de Madina, des jeunes enfants moins âgés qu'elle déambulent auprès de l'arrêt des minibus avec des articles divers. Âgé de 8 ans, Alpha Salou Diallo vend de l'eau fraîche. Il est obligé de faire ce travail au risque d'être puni par son tuteur. C'est ma maman qui m'a demandé de vendre. Je me repose seulement les dimanches. Des fois, elle me donne 2000 ou 3000 francs. Le coxage est aussi une autre activité menée par les tout-petits. À longueur de journée, ils appellent des clients pour les chauffeurs de minibus. Leur recette journalière ne dépasse pas 30 000 francs guinéens. On prend des gens pour partir à Madina. Après, on prend des gens encore pour partir à la cimenterie. Je gagne des fois 20 000, des fois 30 000. Je donne à ma maman. Les chauffeurs de minibus préfèrent collaborer avec les enfants qui, selon eux, ne sont pas trop exigeants côté argent, comme certains plus âgés qui cacheraient même quelques billets de la recette. Les plus âgés nous volent des fois, mais avec les enfants, il n'y a aucun risque. Ces enfants, dont l'âge varie entre 7 à 10 ans, traversent une période importante de leur enfance sans en jouir. La majorité qui n'a eu aucune chaleur parentale risquerait facilement de tomber dans la délinquance. Booster l'économie locale à travers la maîtrise de l'eau dans les plaines, c'est le pari engagé par le département de l'agriculture. Plus de 4000 hectares doivent être réhabilités dans 17 préfectures du pays par le programme d'urgence d'appui à la productivité agricole phase 2, ce qui permettrait aux paysans d'avoir plus de rendement en riz et produits maraîchers. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Aguiratuba. Bon, l'année dernière, en riz, ce que j'ai perdu dans la plaine, j'ai perdu 106 hectares. Et, parce qu'il y a eu l'inondation, il n'y a pas eu à récolter, il n'y a eu rien. Bon, j'étais obligé cette année de transférer dans la zone de Fatako. Casse-tête fréquent des cultivateurs de riz flottant appelés 6 mètres dans cette cuvette d'une centaine d'hectares inondés d'eau. Nous sommes à Leiwendo à Malipan dans la commune rurale de Koing où un canal de 2 km 500 est en pleine évolution afin d'évacuer le trop-plein d'eau et permettre aux paysans de faire de la riziculture en période hivernale et du maraîchage en saison sèche. Le problème c'est quoi ici? C'est que l'eau stagne. Le niveau d'eau est tellement élevé que les paysans ne parviennent pas à utiliser leurs terres.
Donc notre réhabilitation a consisté à évacuer l'excès d'eau et donner des variétés adaptées à cette écologie. En plus de la réhabilitation, nous mettons à disposition des intrants, c'est-à-dire les engrais, les herbicides, la semence et l'encadrement technique. Selon le directeur général d'Ambroca, les travaux d'aménagement sont très avancés grâce au projet PUAPA 2. Au total, 4360 hectares de plaines doivent être réhabilités dans 17 préfectures du pays. C'est le cas des plaines de mangrove de Dokiti, dans Koba, où l'aménagement du périmètre de la créviticulture de Sakoba a affecté les périmètres rizicoles, ceci en empêchant l'entrée d'eau salée censée nourrir le sol et tuer les herbes. Déjà, 250 hectares sur 685 sont réhabilités par Adam, une ONG locale. Des efforts qui risquent de s'arrêter à mi-chemin si des mesures d'accompagnement ne sont pas prises, craint son directeur exécutif. La faune halieutique a commencé à revenir dans la plaine et même pêche suffisamment de poissons ici aujourd'hui. S'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, on ne sera pas dans la possibilité de pouvoir continuer les appuis. Contrairement à Dokiti, à Compass où 1800 hectares de mangroves d'eau douce sont aménagés, le problème se pose sur la gestion de l'eau par les paysans. Ces derniers n'en ont pas les moyens financiers. Une eau très recherchée par la plaine de Denken à Bouquet, les nombreux forages n'ont rien donné. Les mauvaises herbes et l'acidité du sol ne favorisent pas d'importants rendements. Ce problème d'herbicidage et d'acidité, je suis à la 13e année, mais jamais eu de rentabilité ici. Je suis en train de faire beaucoup de spéculations pour voir qu'est-ce qu'il peut donner ici. Depuis 13 ans, Bobo Diallo, citoyen d'honneur de Bouquet, assiste gratuitement les paysans en semences, mais aussi en riz. Un riz qui, selon lui, n'a jamais été commercialisé. Faire de la Guinée une puissance agricole à l'horizon 2025, c'est le rêve du département de l'agriculture. Un rêve qu'il compte inculquer aux étudiants de l'École nationale d'agriculture et de l'élevage de Koba, relève de demain. Koba, une synergie d'action et modèle à démultiplier dans les autres régions. Demain, vous aurez le savoir qui permettra de mettre, n'est-ce pas, notre agriculture sur l'orbite moderne, à la pointe de ce que la Thaïlande fait, de ce que d'autres pays comme le Vietnam qui sont sortis de la guerre, qui sont aujourd'hui 4e pays exportateur de riz. La zone de mangrove, les intrants ne sont pas tellement utilisés. La qualité du riz de mangrove est beaucoup plus appréciée par les consommateurs. Au jour d'aujourd'hui, les paysans semenciers sont en mesure de produire des centaines de semences qui sont distribuées à d'autres paysans pour la production du riz. Un espoir matérialisé par divers équipements pour permettre aux 250 étudiants de l'ENAE de Koba de bien maîtriser les leçons théoriques et pratiques. Je vous le disais également en tête de chapitre, en ce vendredi 15 août, ils étaient des centaines de fidèles à se masser à la paroisse Saint-Augustin de Taouya. Objectif, assister à la traditionnelle messe de la fête de l'Assomption qui célèbre la montée de la Vierge Marie. Le prêtre, dans ses prières, a invité les fidèles à la persévérance et à l'amour du prochain. Sarah Camara. En ce 15 août, les chrétiens célèbrent partout dans le monde l'Assomption de la Vierge Marie, au cœur des festivités, des veillées, des messes et des processions. Cette traditionnelle fête célèbre la mort particulière de la Vierge Marie qui, selon les fidèles, aurait fait son entrée dans la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce grand jour qu'il donne à tout un chacun, pour que la Vierge Marie continue de prier pour les enfants, pour les pauvres, pour tous ceux qui ont trouvé la mort dans ces derniers temps, qu'ils puissent retrouver la résurrection auprès du Seigneur Jésus. Au dire du prêtre, cette réalité parfois difficile à comprendre est figurée par l'image belle et populaire de Marie élevée au ciel, corps et âme. La Vierge Marie, Dieu l'a récompensée en l'élevant. Elle n'a pas été enterrée comme tous nous les hommes. Elle a été enlevée. Donc, c'est un événement spécial et unique.
Dans l'âme chrétienne, il existe une familiarité envers Marie qui représenterait la maternité, l'espérance, mais aussi la victoire sur la mort. Marie étant une maman exemplaire qui est restée avec son fils jusqu'à la résurrection, nous sommes convaincus que nos mamans, que nos femmes, que nos sœurs guinéennes vont prendre l'exemple sur Marie afin que tous les maux dans le monde, les guerres, aujourd'hui l'épidémie d'Ebola qui est là, je sais que par leur union à la prière, je pense que tout pourra entrer en ordre dans notre pays. Issue d'une très longue tradition, l'Assomption célèbre la montée de Marie, mère du Christ. Cette croyance a été promulguée comme dogme par le pape Pie XII en 1950. Chaque pays dans le monde a sa Vierge Marie. C'est l'un des personnages clés de la vie spirituelle des chrétiens. Le gouvernorat de la ville de Conakry s'active dans la mise en application de l'état d'urgence sanitaire, de l'assainissement, de la sécurité de la ville. Ce vendredi, notre rédaction a rencontré le gouverneur de la ville de Conakry, Soriba Sorel Camara, pour plus de précisions. Lansana Traoré. Après le décret portant sur la mise en application de l'état d'urgence, le gouverneur de la ville a fait une note circulaire pour l'application stricte de ces mesures. Soriba Sorel invite les autorités et populations à se mobiliser pour la riposte. En exécution des dispositions de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, j'ai pris pour votre vie et pour votre survie, dans le cadre de la lutte contre l'Ebola, une circulaire 034 appelant chacun et tous à exécuter la déclaration de l'autorité suprême dans l'intérêt supérieur de la nation, dans l'intérêt supérieur de la ville. J'exhorte toutes les structures impliquées, notamment les maires, les chefs de quartier, les chefs secteurs, les cliniques privées. Le gouverneur a exhorté les populations à éviter toute manifestation dans la capitale. Je souhaite qu'on évite tout mouvement qui n'est pas mûri, tant sur le plan économique, sur le plan social, que sur le plan politique, pour encore nous mettre en retard, car les derniers mouvements ont fait perdre à la Guinée des milliards de francs, jouant ainsi sur notre économie. Ainsi, j'appelle tout le monde de respecter les procédures normales d'autorisation des mouvements. Sur la question de l'assainissement, Soriba Sorel répond. J'informe la capitale que l'opération d'assainissement sur le plan des déguerpissements des encombrants physiques est engagée. Vous avez vu déjà les premiers pas sur Brifaga, sur Bourbiné. Je demande à tous les délinquants de libérer les lieux dans les 72 heures qui suivent librement, de déguerpir leur patrimoine inapproprié et illégitime. Cette rencontre a été une occasion pour le gouverneur de remercier la collaboration entre les forces de sécurité et la population dans la lutte contre la criminalité. Pour éviter le virus Ebola, le respect des mesures d'hygiène est primordial par les citoyens. Des mesures, hélas, reléguées au second plan, les populations de la capitale Conakry remettent en cause l'efficacité de l'épidémie. Reportage Salimatou Diallo. À l'annonce de l'épidémie d'Ebola en Guinée en janvier dernier, les citoyens respectaient de façon stricte les mesures d'hygiène. Partout à travers la capitale, les vendeurs de détergents, notamment l'eau de Javel, se bousculaient devant les restaurants, hôpitaux, banques, bref, tous les endroits publics. De nos jours, les multiples campagnes de sensibilisation sur le respect de l'hygiène en vue d'éviter le virus Ebola se heurtent à un mur. Les citoyens semblent négliger ces mesures. Des ordures jonchent le long des routes et même les alentours des hôpitaux. Les marchands ne couvrent plus leurs aliments qu'ils laissent à la merci des mouches. Non, parce que au début, j'avais un seau de Javel devant mon restaurant, mais maintenant les clients ne l'utilisent plus. Et moi, je ne crois pas à cette maladie parce que je ne connais aucune victime d'Ebola.
Cette épidémie d'Ebola n'est pas réelle. Depuis son apparition, aucune de mes connaissances n'a été victime. Donc c'est faux. Si les gens ne croient plus à l'existence de cette épidémie, d'autres par contre pensent que cette maladie existe bien en Guinée. Moi, je crois à l'existence de cette maladie parce que j'ai appris qu'elle a tué beaucoup de personnes. Les autorités sanitaires appellent la population à plus de responsabilités. Pour elles, il faut prendre au sérieux cette épidémie pour pouvoir la vaincre. Le seul message qu'on a à leur lancer, de croire réellement à l'existence de la maladie. Et ça, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un mensonge. La maladie, elle est réelle. Le respect strict des mesures d'hygiène est l'un des principes fondamentaux pour éviter le virus Ebola afin de freiner sa propagation sur le terrain. Je vous le disais aussi au sommaire, un jeune de 25 ans mort d'Ebola mardi dernier à Dubreka. C'est ce qu'a confirmé les résultats de l'examen de prélèvement du sang sur son corps, un examen réalisé par Médecins sans frontières. Des précisions avec notre correspondant Ansman Kombassa. Selon les informations reçues, la victime Alassane Diallo, maître mécanicien citoyen du quartier Kenende, commune urbaine de Dubreka, aurait séjourné en Sierra Leone dans la deuxième quinzaine du mois de Ramadan dernier, où il a même passé la fête. Il reviendra à Dubreka 2 jours après cette fête de Ramadan. Quelques jours seulement après son arrivée à Dubreka, il tombe malade. Il se dirigea vers un cabinet médical privé non loin de son lieu de travail, où il suivra les premiers soins pendant 4 jours. Voyant que son état ne faisait que se dégrader, il fut transporté d'urgence le mardi dernier à l'hôpital préfectoral de Dubreka. Le médecin qu'il a reçu dans la salle d'urgence s'aperçoit que son malade présente des signes cliniques similaires à ceux d'Ebola. Informe alors les autorités sanitaires de Dubreka en leur proposant d'inviter les Médecins sans frontières pour procéder à un prélèvement de sang. Avant l'arrivée des Médecins sans frontières à Dubreka, ce mardi-là même, le malade avait déjà rendu l'âme. On fait tout de même le prélèvement en isolant le corps à la morgue de l'hôpital préfectoral. Le lendemain mercredi, on fait parvenir de Conakry le résultat clinique confirmant que le malade qui a succombé serait mort d'Ebola. Avec cette confirmation, les dispositions suivantes ont été envisagées par la direction préfectorale de la santé de Dubreka. Le recensement de toutes les personnes qui sont entrées en contact avec la victime. Et à ce sujet, l'équipe de la DPS a recensé 40 sujets contacts qui sont soumis à un suivi permanent et pour 21 jours, période d'incubation d'Ebola. Selon les règles, l'enterrement du corps de la victime a été fait par l'équipe de la Croix-Rouge. Hors de nos frontières, Ebola touche 4 pays en Afrique de l'Ouest, dont le Nigeria, le pays le plus peuplé du continent, a enregistré également des cas, une situation qui a perturbé l'économie du pays. Reportage. Un marché déserté à Lagos, c'est l'une des conséquences de l'épidémie de fièvre hémorragique. C'est ici, dans la capitale économique, que sont recensés les 11 cas de personnes atteintes par le virus Ebola, dont 4 mortels. Dès le premier cas avéré, l'économie locale a accusé le coup. Après la mort de l'homme qui venait du Libéria, on a commencé à être touché. Et maintenant, il n'y a plus de clients. Notre viande a pourri et on doit la jeter. On a dû en manger nous-mêmes et le reste, on l'a jeté. Le Nigeria est le moins touché des 4 États d'Afrique de l'Ouest, où le nombre total de victimes dépasse le millier de morts sur le double de cas atteints. Le plus grand pays d'Afrique a pourtant instauré un état d'urgence sanitaire. La vie quotidienne est perturbée, les activités les plus banales représentent un risque pour les gens. Vous ne pouvez pas aller n'importe où, vous ne pouvez pas rencontrer des gens en toute liberté, parce que vous avez peur de toucher les gens, vous avez peur de partager vos affaires avec d'autres personnes, tout ça à cause de l'épidémie du virus Ebola. Les experts redoutent les répercussions économiques d'Ebola au Nigeria, le premier producteur de pétrole africain. En Centrafrique, le nouveau Premier ministre a pris fonction jeudi. La cérémonie de passation de service a eu lieu en fin de journée à la primature. Le nouvel homme fort du gouvernement centrafricain compte mettre en place une équipe gouvernementale élargie. Suivez. Le nouveau Premier ministre centrafricain Mahamat Kamoun a pris officiellement ses fonctions jeudi à Bangui, où il poursuivait ses tractations pour former un nouveau gouvernement élargi. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu en fin d'après-midi à la primature, en présence du Premier ministre sortant André Zapakeye. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, a notamment déclaré dans une brève allocution Mahamat Kamoun à l'attention des membres de l'ancien cabinet.
Il a réaffirmé son intention de travailler dans la lignée de la feuille de route de la transition déjà mise en œuvre par son prédécesseur. Le nouveau Premier ministre aura pour difficile mission de relancer la transition politique en panne et de tenter d'obtenir l'application d'un très fragile accord de cessez-le-feu signé fin juillet à Brazzaville sous la pression internationale entre l'ex-Séléka et les milices anti-Balaka majoritairement chrétiennes. Dans la foulée de cet accord, le futur gouvernement devrait compter des représentants des groupes armés ex-Séléka et anti-Balaka. L'ex-coalition rebelle a cependant prévenu qu'elle ne participerait pas au futur gouvernement, son avis n'ayant pas été pris en compte par la présidente pour désigner le nouveau Premier ministre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous-même où que vous soyez. Bonsoir.